Et tifosi de la Roma Internet, buonasera, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez Roma Locuta, il podcast et spécial podcast avec un invité exceptionnel, Gabriele Fazan, journaliste italien. Présent avec moi également Luca l'Italien. Salut Luca. Bonsoir tout le monde. Et buonasera Gabriele. Ciao, buonasera a tutti. Dis-lui merci de sa présence. Hein. Allora, grazie per la tua presenza, Gabriele. E poi una cosa così, già se ti puoi un po' brevemente presentare al nostro pubblico francese, così sanno chi sei, dai. Grazie a voi intanto dell'invito. Io sono giornalista del Romanista, che è l'unico giornale al mondo, quantomeno il primo ed unico giornale al mondo, fondato nel 2004, che si occupa interamente di una squadra di calcio. Il Romanista, in italiano vuol dire tifoso della Roma, ed è il giornale che si rivolge ai tifosi, noi diciamo più tifosi del mondo. Lavoro dal 2004 con varie interruzioni per motivi editoriali, però lavoro dal 2004 in questo giornale, quindi sono una firma storica del Romanista, e ho una collaborazione anche con una radio romana, le famose radio romane, di cui si parla tanto anche fuori dall'Italia, che si chiama Rete Sport, e anche lì ho una mia trasmissione molto seguita, che a Roma si vive di calcio e di Roma. Grazie. Alors, je traduco. À la Roma, en fait, voilà, il nous a expliqué qu'il travaille depuis 2004, il est journaliste auprès du Romanista, donc c'est le quotidien, le seul quotidien qui existe, qui est consacré à une équipe de foot, donc c'est quand même c'est un quotidien qui a une importance au niveau italien, mais bon, c'est aussi un point de repère pour les supporters de la Roma. En fait, voilà, ils sont fiers d'avoir un journal qui sort tous les jours et qui parle de la Roma, et ça depuis 2004. Donc lui, il a commencé en 2004, et entre-temps, en fait, il a aussi collaboré avec des radios romaines, donc les célèbres radios romaines, parce que bon, ça fait parler, ça fait toujours jaser à l'Italie, à Rome, quand il y a des problèmes, quand il y a des affaires, en fait, ça parle, et tout ça. Et lui, surtout en ce moment, il est chez Rete Sport, avec une émission le dimanche, et voilà, il est quand même, c'est quelqu'un de... Moi, j'en avais déjà entendu parler, je l'avais même écouté. Donc c'est quelqu'un qui est très apprécié dans le monde en fait de la presse, des radios et du journalisme romain et italien. En tout cas, c'est très vraiment très content et très heureux de le recevoir pour le public francophone, Gabriele. Grazie. Grazie, è veramente una fortuna di avere una persona come te che rappresenta non solo la voce dei romanisti, ma anche un giornalista comunque che ha una sua importanza, quindi per noi è veramente un motivo di orgoglio di averti. E la prima domanda che vogliamo farti è molto semplice: qual è il tuo stato d'animo prima dell'inizio del campionato? Cosa ne pensi un po'? Qual è? Cioè, sei più ottimista, pessimista? Alors Lucas, est-ce que tu peux traduire la question en français? Oui, bien sûr. Donc la question est quel est son état d'âme avant le début du championnat qui commence demain avec Vérone Roma. Voilà. È un inizio di campionato un po' particolare, perché la Roma ha cambiato appena proprietario, quindi già questo è un motivo da un lato di curiosità, ma dall'altro diciamo anche di, non dico di complicazione, ma che sicuramente necessiterà di un po' di tempo prima di carburare. La preoccupazione più grande però deriva dal fatto che la squadra ancora non è pronta, non è costruita al 100%. Come abbiamo visto in questi giorni, ancora ad oggi non è chiuso il discorso del centravanti, che nella squadra è un punto importante. Abbiamo Dzeko in uscita per la Juventus, in entrata Milik, ancora in queste ore si sta chiudendo definitivamente, però è sicuramente un cambiamento. E in più non c'è ancora il difensore Smalling o chi per lui che possa, diciamo, costituire insieme al nuovo acquisto con Bulla, che ha sorpreso un po' tutti perché doveva essere nessuno si aspettava che arrivasse un giovane così importante, e poi Mancini e Ibanez, insomma pochini, ecco, mettiamola così, con tanti giocatori in uscita che non si riesce a far uscire, perché la Roma ha degli ingaggi pesanti al suo interno. Mi riferisco a Juan Jesus, a Perotti,
a Pastore, giocatori che sono fuori dal progetto, sono ai margini, ma che però purtroppo adesso restano, non trovano una soluzione. E poi ci sono anche, secondo me, alcuni problemi da un punto di vista, sulle fasce, perché credo che la fascia sinistra stia quasi bene con Spinazzola e Calafiori, mentre magari a destra quelli che ci sono adesso non ci danno tutto. Ah, oh mince. C'est lui qui a bugué? C'est pas moi? Je crois il a quitté la conversation. Ah, alors je regarde, on a un petit bug de... Bon, il va revenir, hein. Donc, est-ce que... Ah ben il est là, il est de retour. Voilà, il n'y a pas de problème. No problème. Scusate. No, niente. Ci siamo interrotti sulla fascia destra. Sì, la fascia destra è forse anche per quello ci siamo interrotti. Sì, infatti. Perché dicevo, la fascia destra è un po' più debole, perché ci sono tutti i giocatori che l'allenatore non è che proprio stima al 100%, anche se poi chiaramente qualcuno deve farlo giocare, quindi tra Bruno Perez, Karsdorp e Santon sono 3 giocatori che teoricamente nella Roma ideale sarebbero fuori dal progetto. Certo. Alors bon, Romain, en fait, voilà, la question... Il y a de la traduction là. Et voilà, c'est pour ça. Donc là, je traduis. Donc en fait, il a commencé en disant qu'il était curieux parce que bon, c'est un nouveau départ, parce qu'il y a une nouvelle propriété. Donc en fait, il y a pas mal de changements. Donc il y a beaucoup de curiosité aussi pour voir un peu la façon dont les nouveaux propriétaires en fait vont œuvrer pour le club. Et donc, et surtout la réaction des joueurs, de l'entraîneur, mais aussi beaucoup d'inquiétude, parce qu'en fait, l'inquiétude, c'est des soucis liés à une équipe qui est encore incomplète. Il y a certains postes où encore il y a des points d'interrogation. C'est par exemple l'avant-centre. Demain, on risque de jouer sans avant-centre parce que Milik, il va peut-être signer, mais encore c'est pas officiel. Dzeko, il est sur le départ. Ouais. Donc déjà, point d'interrogation, c'est l'avant-centre. Après, d'inquiétude aussi concernant l'affaire Smalling, parce que Smalling, ça traîne déjà depuis plusieurs semaines. Moi, je dirais même depuis l'an dernier, parce que depuis l'an dernier, chaque semaine était la bonne pour que Smalling signe, mais à chaque fois, il y a des reports. Donc, Smalling, c'est très important parce qu'en fait, on a une équipe en défense qui sont très jeunes. Donc, Ibanez, Mancini, Kumbula. D'ailleurs, Kumbula, on est tous restés, en fait, on est très heureux, mais ça nous a surpris parce qu'en fait, c'était un nom aucun journaliste ne l'avait cité. Bien sûr. Donc, du coup, en fait, la présence de Smalling serait très importante au niveau de l'expérience, au niveau du charisme. Et donc, voilà, et après, l'autre point, le troisième, parce qu'en fait, lui, il a plus ou moins souligné 4 points faibles, ou 4 points d'interrogation plutôt. Donc, en fait, c'était, ces joueurs qui ne font plus partie du projet de la Roma. Juan Jesus, Fazio, Perotti, et c'est difficile même de les vendre, ou bien parce que ils ont quand même un salaire très important. Bien sûr. Ils veulent pas partir de bon cœur parce qu'après tout à Rome ils sont payés, et donc du coup ça pose aussi des problèmes parce que ça empêche à la Roma en fait de finaliser peut-être certains achats de joueurs, parce que on a toujours le problème au niveau économique. Et après, en fait, voilà. Il faut dégraisser, quoi. Voilà. Et là, on a été coupé. C'était quand il parlait justement du côté droit, parce qu'en fait, en défense, on a des joueurs comme Karsdorp, Bruno Perez et Santon, qui, en fait, honnêtement, objectivement, ils seraient jamais titulaires dans une équipe qui vise le haut du classement. Donc, du coup, c'est là un point d'interrogation. Donc, parce qu'il s'agit de 3 joueurs sur lesquels, on a tous des doutes. Il est beaucoup plus confiant, comme nous tous, sur le côté gauche, Spinazzola et Calafiori, mais en revanche, le côté droit, il est quand même assez perplexe. Donc, et on partage, je pense, tous sa perplexité. Hein. Donc, Romain, est-ce que tu veux lui poser toi des questions? On continue sur ce qu'on avait prévu. On va continuer les questions. Moi, c'est donc, son avis sur un probable départ de... Alors moi, j'ai un problème de caméra maintenant, mais bon. Un problème de départ. Et je lui pose d'abord une question. Gabriele, on continue. abbiamo visto che quali sono
i motivi per essere un po' inquieti. E invece, secondo te, quali sono i motivi per essere ottimisti? Donc, je voulais poser la question maintenant, après avoir traité les points un peu qui source d'inquiétude, maintenant, si on a des raisons pour être un peu optimiste. Voilà, oui, ma sicuramente il fatto che c'è una nuova proprietà. Questa è la cosa per cui essere più ottimisti, perché quando si spendono 200 milioni circa per acquistare un club e ci si carica il debito di quasi 400, significa che si hanno le idee chiare sul fatto che si può fare un business importante qui a Roma. Sì. Si mettono tanti soldi a disposizione del club, ma si vuole farlo con una sostenibilità aziendale, cosa che in precedenza non è che non sia stata fatta, ma è stata un po' sopravvalutata in alcuni momenti, per cui la Roma si è trovata poi, pur di rimanere competitiva, a spendere tantissimi soldi per un monte ingaggi che era da secondo o terzo club italiano, e invece arrivavi quinto, quarto, sesto, quindi insomma da questo punto di vista questa è la prima ragione, secondo me. L'altra ragione è che si sta costruendo una squadra con un raziocinio, si è tenuto un allenatore che credo che tutto sommato avesse molte attenuanti per la stagione scorsa, perché non soltanto tecnicamente ma anche a livello globale, quello che è successo con il Covid, le interruzioni, tanti infortuni che ha avuto, quindi si punta a far lavorare questo allenatore ancora una volta con dei giocatori nuovi, alcuni giovani, si è consolidato il gruppo. Purtroppo diciamo che il vero problema è che si può essere ottimisti, ma bisogna avere pazienza, e qui la pazienza è un po' terminata a Roma, perché sono 12 anni che non si vince niente. Si sono fatti degli exploit importanti come la Champions League con Di Francesco, tanti secondi posti. Se andiamo a vedere nella storia della Roma, la Roma non è che è sempre arrivata seconda, quindi ci sono stati 3 secondi posti e un terzo posto, insomma alla fine negli ultimi anni ci si è abituati paradossalmente bene, ma ci si è abituati ad arrivare vicini alla meta ma mai alla meta, e quindi non c'è più pazienza. Però io sono ottimista sul fatto che i giocatori che ha la Roma adesso si stanno, diciamo così, si sta costruendo un gruppo di giocatori affidabili. Purtroppo ancora l'allenatore ne ha pochi, secondo me sono 10, 11, 12 quelli su cui può contare, perché come abbiamo detto prima ci sono tanti giocatori ai margini del progetto che lui è costretto a tenere nel progetto, che evidentemente non vorrebbe. E poi sono stati fatti secondo me dei grandi acquisti, perché sono convinto che Pedro è un giocatore che, specialmente in assenza di un giocatore come Dzeko, potrà un po' bilanciare l'assenza di Dzeko. Cioè tu hai comunque perso un leader da un lato, Pedro sicuramente ha un carisma internazionale importante, basta pensare che è il giocatore che ha vinto tutto quello che aveva a disposizione, quindi Pedro, Mkhitaryan, possibilmente Smalling, la crescita di Pellegrini, Veretout, Mancini, sono tutti giocatori che all'allenatore piacciono et spero che possano fare il meglio. Certo. Alors Romain, je traduis en grosse fait. Traduction. Voilà, oui, grosse traduction, mais en fait, voilà, comme il est à chaque fois très précis et très structuré, donc c'est facile de le résumer, voilà, donc c'est agréable de l'écouter. Donc, en fait, voilà, il y a plusieurs raisons pour être confiant, surtout, notamment, c'est le fait qu'on a des propriétaires qui ont même acheté le club de 100 millions, ils ont pris une dette de 400, et donc c'est quand même des propriétaires qui ont prouvé qu'on peut investir de l'argent, et donc il y a quand même un projet solide derrière tout ça. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui nous rassure, voir que malgré la dette et malgré les problèmes que le club a eu sur les dernières années, on a eu quand même des acheteurs qui ont décidé d'investir. Et bon, s'ils ont envie d'investir, c'est quand même, je pense qu'ils... c'est pas n'importe quoi. Voilà, ils savent ce qu'ils font. Donc, c'est ça qui est très bien. Donc, surtout, de partir sur des nouvelles bases, mais surtout parce que, bon, justement, il a très bien dit, la Roma avait la 3e masse salariale en Italie. Mais sur les 2 dernières saisons, finalement, on est arrivé 5e et 6e, tout en ayant, en fait, tout en payant très bien nos joueurs. Donc, finalement, on payait trop les joueurs. Donc, maintenant, on est en train de changer de politique économique. Et ça, c'est un projet qui, à la longue, peut marcher, parce que optimiser les coûts
en fait, ça permet au club d'être beaucoup plus compétitif sur la longue durée et ne pas vendre comme on faisait chaque année après nos meilleurs joueurs parce qu'on était submergé par les dettes. Donc ça, c'est quelque chose qui est très positif. En revanche, voilà, il faut avoir beaucoup de patience parce que c'est un projet qui a besoin d'un peu de temps. On ne peut pas être gagnant tout de suite et le problème, comme nous-mêmes on le sait, c'est qu'à Rome, en fait, ça fait 12 ans qu'on n'a pas emporté de trophée et donc du coup, les gens n'ont pas cette patience. Les gens sont très impatients. Mais le côté positif, c'est qu'on commence à construire une équipe et même lui, il le souligne et je partage complètement son avis. Une équipe en fait structurée, rationnelle. En fait, on voit qu'il y a un projet qui commence à être rationnel, un mélange de jeunes joueurs, mais aussi de joueurs charismatiques d'expérience. Il a cité Pedro. Pedro, par exemple, il peut remplacer Dzeko en ce qui concerne en fait l'apport du charisme, l'apport en fait de l'expérience, de conseiller. Et tu penses c'est quelqu'un en fait qui a tout gagné. C'est le joueur peut-être le plus titré en Europe, Coupe du Monde, Coupe d'Europe, Ligue des Champions, ainsi de suite. Donc, à la Roma, on a, moi, à ma souvenance, on n'a pas eu de joueurs de cette envergure. Donc, voilà, pour lui, Fonseca, il a ses joueurs cadres. Voilà, il a cité Pellegrini, Veretout, Mancini et en fait après Smalling qui peut être donc qui peut aider à faire avancer le groupe, l'équipe, Pedro et donc voilà donc en fait ce mix de jeunes et bon Zaniolo toujours quand il reviendra donc en fait pour lui c'est un mix intéressant mais il faut être patient. Voilà, donc ça, c'est la patience. Et malheureusement, c'est le point faible parce que les supporters de la Roma n'ont plus de patience. D'accord, très bien. Donc ça, c'était la question pour les raisons de la confiance, hein, c'est ça, Lucas? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, est-ce que tu voulais lui poser la question sur les échecs des dernières saisons? Ou alors oui, allora Gabriele, secondo te quali sono le vere cause, i veri motivi per cui la Roma nelle ultime 2 stagioni ha fallito? Cioè, se per te ci sono 2 o 3 cause principali che hanno portato a questi risultati, cioè secondo te, proprio il tuo parere? Guarda, sono 2 stagioni diverse però, cioè l'ultima, la stagione quella precedente con Di Francesco e Ranieri è stata una stagione particolare perché Di Francesco è partito praticamente non dico già esonerato, ma insomma lo aspettavano al varco. E Ranieri poi ha cercato di fare quello che ha potuto, ma la Roma comunque si è persa veramente nella disorganizzazione non tanto del tecnica, ma proprio societaria, perché io credo che Pallotta si sia messo in testa di vendere la Roma già da un paio d'anni, se non 3, quindi queste cose poi da dentro un pochino che ne dicano gli allenatori influiscono e, se tra l'altro se ricordiamo le parole di Ranieri alla fine della stagione quando poi lui se n'è andato con quell'addio di De Rossi strappalacrime dopo quello di Totti di 2 anni prima, insomma credo che la Roma lì abbia subito un po' la fine di un ciclo, di un'era e poi Fonseca doveva essere l'inizio di una nuova era. Tra l'altro un'era nella quale si partiva in questa stagione con la proprietà Pallotta, ma già si sapeva che verso la fine del 2019 Pallotta avrebbe venduto o comunque ascoltato investitori nuovi. Certo. E lì è successo l'altro casino, se mi permetti il termine, perché quando a gennaio la Roma più o meno febbraio stava per essere venduta è scoppiato il Covid e in quel momento la Roma, se tu ricordi, fino alla fine di dicembre era quarta in classifica, a 7 perfettamente bravo, 7 punti alla Juve con Fonseca pienamente saldo sulla panchina, una squadra che giocava bene, che aveva addirittura rivitalizzato un giocatore come Pastore che nessuno si aspettava che potesse essere ancora utile alla causa, invece Fonseca c'era riuscito. Poi si è rotto qualcosa, non soltanto per il Covid, che comunque ha influito perché lo stop ha influito, ma la Roma già stava andando male perché già le frizioni con Petrachi, le frizioni della squadra con Petrachi hanno portato secondo me a come dire, a un momento in cui la squadra non si è trovata più
dei referenti veri e propri, se non l'allenatore, che non l'hanno mai abbandonato, però comunque la squadra secondo me si è un po' disunita. La Roma ha perso dei punti assurdi l'anno scorso, in partite che non c'era assolutamente motivo di perdere o di pareggiare. È stata tra l'altro anche molto sfortunata nella fase iniziale, perché ha avuto tanti infortuni, però mentre all'inizio ha retto, perché Fonseca riusciva a cambiare, quando poi perdi Zaniolo, che è il miglior giocatore che hai, probabilmente insieme a Dzeko, a gennaio contro la Juve, per tutta la stagione, per tutto il resto della stagione c'è anche un contraccolpo. Certo. Alors Romain, je traduis en fait, voilà, d'après lui, en fait, les 2 saisons, bon, il y a 2 échecs, mais en fait, sous le signe de l'échec, mais en fait, il s'agit de 2 échecs pour des raisons différentes. Donc, du coup, en fait, la première saison, d'après lui, Di Francesco, il avait commencé déjà avec beaucoup de problèmes. Déjà, il avait perdu la confiance de la part du club et même peut-être certains joueurs cadres. Et surtout, on était à la fin, en fait, si tu veux, d'un cycle pour certains joueurs. Et surtout, d'après Gabriele Pallotta, il avait déjà décidé de vendre le club depuis 2 ans peut-être. Donc tout ça, il y a eu des répercussions au niveau de l'organisation, même du manque d'organisation, donc en fait de manque de repères. Et donc du coup, entre Di Francesco, le manque de confiance, les erreurs sur le mercato, le manque d'un point de repère au niveau du club, et donc du coup, et en plus voilà, l'histoire qui s'est greffée, De Rossi, les adieux de De Rossi, la façon dont il a été traité, suite 2 ans après en fait l'adieu de Totti comme footballeur. Donc la saison dernière avec Di Francesco et Ranieri, en fait c'était une saison sous le signe en fait du manque d'organisation. Donc en fait pour lui il explique comme ça, comme un manque d'organisation. En revanche l'an dernier, en fait, on avait Fonseca. Donc Fonseca qui avait quand même su tout de suite gagner la confiance et des joueurs et aussi un peu de la ville. Parce que bon, Fonseca, comme il nous l'a rappelé, en décembre, il était à 7 points de la Juve, 4e, avec un jeu quand même assez spectaculaire. Il avait même fait ressusciter notre cher Pastore, que voilà, que Romain, que nous on disait, tu t'en souviens, qu'on disait que la Roma avec Pastore, c'est pas la même chose. Dans cet état de forme était spectaculaire. Et pour nous, en fait, Mancini en 6 et Pastore en 10, c'était la paire parfaite. Tu t'en souviens? Oui, je me souviens très bien. Donc voilà, il a souligné donc tous les mérites de Fonseca. Et après, en fait, le problème, c'est que déjà Pallotta avait décidé de vendre le club. Donc le club était mis à la vente déjà depuis le début de la saison et tout le monde le savait. Et donc du coup, petit à petit, Fonseca s'est retrouvé isolé parce qu'en fait, Petracchi, il a commencé à avoir des problèmes à la fois avec les joueurs et à la fois avec les dirigeants. Donc Petracchi écarté. Donc Fonseca, il s'est retrouvé tout seul face en fait à la gestion d'une équipe. C'est pas facile. Si en plus on rajoute à tout ça la blessure de Zaniolo, qui voilà, donc notre meilleur joueur avec Dzeko, donc Zaniolo, on l'a perdu c'était en janvier, et comme par hasard, en fait, après la Roma, il y a eu des gringolades. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, et ensuite, l'arrivée du Covid, qui, voilà, ça a été un problème pour tout le monde. Et donc, ça a été une saison assez chaotique où finalement, Fonseca, il s'est retrouvé tout seul. Donc, première année, plus manque d'organisation. Deuxième année, une conséquence de ce manque d'organisation et du fait que le club soit mis à la vente. Et Fonseca isolé. En plus, manque de chance, blessure et mauvais résultats, série de mauvais résultats. Donc, lui, Gabriel, il explique comme ça l'échec des 2 dernières années. Voilà. D'accord, très bien. Alors, il a parlé justement de Totti, de De Rossi, là, des carrières qui se sont terminées brusquement. Qu'est-ce qu'il pense de la direction de la Roma qui veut mettre un terme à cette romanité parce qu'ils ont aussi envoyé Florenzi à Paris? Qu'est-ce qu'il en pense? Voilà. Bon, allora Gabriele, ti faccio una domanda che ti fa Romain. Allora, abbiamo visto che c'è stato Totti mandato via, De Rossi, poi anche Nainggolan che comunque rappresentava per i tifosi un simbolo, era molto apprezzato, Strootman, Dzeko adesso, Florenzi, anche se su Florenzi secondo me la situazione è molto più complessa di quello che può sembrare.
Quindi, secondo te, come mai la Roma ha mandato via certi giocatori simbolici? Perché quali sono state le cause? Se secondo te era perché comunque alla fine erano arrivati pure loro a una tappa della carriera che è ora alla fine di un ciclo, oppure qual è il tuo punto di vista su questi giocatori simbolo che hanno lasciato la Roma? Ma credo che siano tutti motivi diversi in realtà. Diciamo che per quanto riguarda Totti, lui ha smesso di giocare forse un anno dopo rispetto a quello che si era preventivato in società a furor di popolo, perché Sì. come ricorderete fece quel finale di stagione con Spalletti che poi in realtà, insomma, dal mio punto di vista non c'era bisogno che facesse quel finale di stagione importante. Io gli avrei fatto comunque un altro anno, Certo. semplicemente per una questione simbolica, motivo per il quale avrei fatto un contratto ancora a De Rossi di un anno, senza fare quella rottura che c'è stata Certo. l'anno scorso con la sua uscita, e vederlo con la maglia del Boca personalmente non mi ha fatto un effetto particolare, perché lui l'aveva sempre detto che avrebbe voluto vestire la maglia del Boca se fosse andato via dalla Roma, però forse si poteva gestire in maniera diversa. Io ricordo quella mattina in cui arrivò il tweet della Roma, nessuno si aspettava così drasticamente quella decisione. Si pensava che poi alla fine un contratto magari glielo facessero, o comunque non l'avrei, io su questo non avrei divorziato da De Rossi. Certo. Poi Totti se n'è andato anche da dirigente, che è un altro motivo, è un motivo ancora diverso, cioè la convivenza con Baldini era diventata impossibile per lui e quindi ha deciso di fare quest'altro percorso. Per quanto riguarda gli altri giocatori, anche lì secondo me sono andati via tutti per motivi diversi. Strootman perché comunque era un giocatore che non aveva più tanto, lo avete visto anche a Marsiglia, non è stato un giocatore decisivo, si è un po' andato a perdere purtroppo, mentre invece sono convinto che se fosse rimasto a Roma avrebbe avuto ancora da dare, però probabilmente alla Roma hanno detto se non lo vendiamo adesso non lo vendiamo più. Sì. Per quanto riguarda, però lì fecero un'azione un po' avventata, perché farlo dopo la prima giornata di campionato è stato il tempismo, perché non è stato tanto vendere Strootman, ma il momento in cui è stato venduto. Esatto, che ha un po' destabilizzato lo spogliatoio soprattutto. Nainggolan, purtroppo anche lì c'erano questioni extracalcistiche di comportamenti per le quali secondo me ha fatto la scelta nel momento in cui c'è una società che lo vuole, con un allenatore che lui conosce, Spalletti, beh, insomma, lo mandiamo lì perché ci facciamo un po' di soldi, e poi in quella trattativa, ricordiamolo, è arrivato Zaniolo. Certo, i tifosi hanno dovuto sopportare tutto questo. Adesso l'uscita di Dzeko, anche qui è la cruda realtà è che la Roma non può permettersi un ingaggio top come quello di Dzeko in questo momento, per cui che cosa fanno? Un'operazione logica da un punto di vista finanziario e tecnico, perché prendi un giocatore di 26 anni, Milik, che ti costerà di meno, che lo prendi anche ad un buon prezzo, perché un giocatore come Milik oggi 40 milioni li vale, invece lo prendi a di meno perché sta in scadenza, quindi è un'operazione logica. Poi se mi chiedi se io l'avrei fatta, io ti dico no, perché per me Dzeko rappresenta simbolicamente l'ultima ancora dei tifosi. Rimane solo Pellegrini. Certo. Pellegrini è un po' Zaniolo, e questo è un problema secondo me che in un ambiente come Roma invece è un problema da non sottovalutare. Devo dire che però i Friedkin in questo, sebbene non si presentino benissimo vendendo il capitano, però stanno cercando di fare qualcosa di sensato, e almeno questo dà la speranza ai tifosi della Roma di poter costruire un nuovo, quantomeno un nuovo quinquennio o decennio. Tieni conto anche che comunque rimanendo Pellegrini, rimanendo Zaniolo almeno quest'anno, forse 2 anni, perché immagino che Zaniolo non sia facile dopo il secondo infortunio venderlo subito, io credo che un minimo di quel discorso di appartenenza e di simbologia si dovrà cercare di cucirlo addosso a questi due giocatori, però spero che Pellegrini, soprattutto lui, faccia un salto di qualità, perché ormai deve crescere, non è più un giovane, deve caricarsi sulle spalle la Roma.
Certo. Romain, juste une question comme ça, et après je fais la traduzione, je rajoute parce que c'est dans la même la suite. Io per esempio, Gabriele, avrei preferito che Dzeko restasse alla Roma perché anche simbolicamente diventasse dopo Totti il più grande cannoniere della storia. Tu peux la traduire après? Per quello... Nous la traduire en français. Bien sûr. Secondo me per quello che ha portato Dzeko, per quello che ha rappresentato, per il percorso nella Champions League, cioè secondo me meritavamo noi tifosi e meritava anche lui di entrare anche senza vincere nessun trofeo nella storia della Roma come secondo più grande cannoniere, che praticamente dopo il dio Totti c'era lui, e secondo me, cioè a me è questo che dispiace, perché o quantomeno poteva arrivare al terzo posto. Gli mancavano, mi sembra, pochi gol. Pochi, sì. Ci sarebbe entrato sicuramente. Io sono d'accordo con te e ti dico, magra consolazione per noi gechiani, è che comunque rimarrà, penso, per molto tempo il più prolifico straniero, perché trovare un altro straniero che ti fa 106 gol in 5 anni, io mi auguro che Milik lo possa affiancare, però è difficile perché sono tanti gol, soprattutto lui ha avuto quell'anno in cui ha segnato con Spalletti mi pare 34 gol, diventa difficile per un attaccante anche nuovo. Poi bisogna vedere, Milik starà 5 anni alla Roma, punto di domanda, quindi anch'io sarei stato come te di questa idea. Resta comunque nella storia perché nella classifica all time ci resta, e penso che nella classifica mentale che abbiamo tutti noi degli attaccanti della Roma probabilmente è il più forte centravanti che ha avuto, forse il più completo, perché Batistuta è stato straripante, è stato un'emozione forte, ma è durato pochissimo. È durato pochissimo, sì. Rudi Feller, che poi anche a Marsiglia conoscono, Rudi Feller è stato un grande giocatore, però non è che ha segnato tantissimi gol. No, ha segnato di meno. Era un pezzo di cuore. Era un pezzo, sì, io me lo ricordo, era la mia infanzia, quindi era... Anche la mia. Sì. Quindi... È stata la più grande esultanza, il gol al Brentby della mia adolescenza, infanzia. È stato, credo che forse ho gridato così a Roma-Barcellona. Quindi... esatto, anch'io. Sì. Alors, Romain, t'as de la traduction à faire là, hein? Ouh là là, c'est du travail. Oui, bien sûr. En fait, voilà, donc on commence par la question en fait de tous les départs de certains joueurs symboles. Donc moi, c'est pour ça après j'ai enchaîné avec Dzeko parce que j'ai donné mon avis et je voulais savoir son avis. En fait, je demandais, pour moi, j'aurais voulu que Dzeko reste pour qu'il rentre encore plus dans l'histoire de la Roma et qu'il soit en fait le meilleur buteur après Totti, parce qu'il lui restait quelques buts avant d'accéder en fait dans l'histoire, et même s'il avait jamais gagné de trophée avec la Roma, au moins c'est resté de façon symbolique, vous savez, pour toujours. Il partage mon avis, mais bon, on pense que malgré son départ, il va quand même rester dans nos cœurs, parce que depuis des décennies, on voyait pas décennies, depuis des années, on voyait pas un attaquant qui marquait autant de buts que Dzeko. On a tous le souvenir de Batistuta, mais Batistuta en fait est resté très peu à la Roma, donc on l'associe au titre, mais après en fait ça a été comme une étoile filante, et après il a disparu. Et Rudi Feller, quand c'était notre enfance, on avait parlé de Rudi Feller, des buts qu'il marquait, mais qu'en plus il est connu à Marseille, mais bon, mais il marquait quand même moins de buts que Dzeko. Donc Dzeko, en 5 ans, marquait autant de buts. Donc l'espoir, c'est que Milik puisse se rapprocher aux chiffres, au score de Dzeko, parce que c'est pas évident, parce que quand même, et il nous a rappelé, et moi voilà, je l'avais pas oublié, l'année avec Spalletti où il avait marqué une 40aine de buts entre championnats, les coupes, et donc il a quand même marqué 40 buts dans une saison. C'était vraiment ça prouve que c'était un attaquant extraordinaire, et donc et surtout très très complet. Donc mis à part le chagrin qu'on partageait sous Dzeko, parce que bon, lui aussi il est d'accord avec moi que Milik, il est pour l'instant moins fort que Dzeko, mais bon, après la Roma, il faut que, du point de vue économique, en fait, il est d'accord avec cette affaire, parce que bon, on prend un joueur de 9 ans plus jeune, et donc qui a un potentiel qui laisse espérer, parce que bon, encore, il peut progresser, Milik. Et donc, pour la Roma, en fait, ce qui est triste, c'est qu'on n'a pas les moyens pour garder un joueur comme Dzeko qui touche un salaire de 7,5 millions net par an. Donc, c'est ça. Et c'était un peu le fil rouge, le fait de ne pas avoir les moyens
qui en fait, surtout pour des joueurs comme Nainggolan, pareil, c'était des joueurs qui étaient quand même demandés aussi par d'autres clubs, Strootman, Nainggolan, et donc la Roma a trouvé à ce moment-là très opportun de s'en débarrasser et en fait d'encaisser l'argent. Donc ça, c'était... en revanche, pour tout ce qui était Totti, De Rossi, voilà, ça c'était des situations un peu différentes. Bon, Totti, c'était un peu l'âge et donc après son contrat était renouvelé, mais quand en fait, suite à cette finale de saison avec Spalletti, où après il a marqué plein de buts, il a sauvé la Roma, et donc on l'a fait prolonger, mais finalement ça a été, voilà, après il n'a pas eu l'opportunité de briller comme avant. Ça c'est une question d'âge. Et De Rossi, voilà, lui aussi comme moi, voilà, on est resté un peu traumatisé du départ de Rossi, mais surtout de la façon dont ça s'est produit, parce que le matin où De Rossi a annoncé à la presse qu'en fait il allait rompre avec la Roma parce que la Roma ne voulait pas le prolonger, donc ça a été en fait quelque chose de traumatisant pour les supporters, pour tout le monde, pour les joueurs aussi. Et d'ailleurs, Gabriele, le fait que lui il porte le maillot de Boca, bon, ça fait un peu, voilà, comme à tout le monde, ça fait un petit pincement au cœur. Voilà, c'est sûr. Moi aussi, pareil, parce que plus De Rossi serait bien resté un an de plus à la Roma, et donc on aurait pu le garder. Donc De Rossi, c'est la façon dont la chose s'est produite. Voilà, c'est vraiment un problème d'attitude vis-à-vis de lui. Bon, après, De Rossi, c'est quelqu'un qui aime la Roma, et donc voilà, donc ça c'était. En revanche, on n'a pas eu le temps de parler de Florenzi. Tu veux que je pose la question ou pas? Oui, combien de temps il peut nous accorder encore Voilà, allora Gabriele, quanto tempo può stare ancora con noi? Diccelo chiaramente così. Guarda, diciamo altri 5-10 minuti perché poi dopo ho il giornale. Alors Romain, après il faut qu'il travaille pour le journal, donc il nous accorde entre 5 et 10 minutes, donc on va à l'essentiel. Vas-y, à l'essentiel. Pose-lui la question sur Florenzi rapidement, s'il peut répondre rapidement. Allora, Florenzi, cosa ne pensi del caso Florenzi? Florenzi è un caso un po' particolare perché io penso che nella Roma attuale, nonostante comunque non sia un giocatore che ha fatto vedere di poter fare bene il ruolo di esterno, soprattutto nel sistema 4-2-3-1, però se Fonseca, come sembra, vuole giocare a 3 difensori, Florenzi è perfetto perché sa fare perfettamente l'esterno di destra, sicuramente meglio di Karsdorp, Santon e Bruno Perez, quindi io personalmente l'avrei tenuto. La ragione per cui la Roma evidentemente l'ha dato in prestito a Parì è probabilmente che non c'è questo feeling con l'allenatore, evidentemente non lo vede bene neanche come esterno di un centrocampo, diciamo del 3-4-2-1. La ragione per la quale eventualmente secondo me l'uscita di Florenzi era preventivabile, anche giustificata, era se il Parì lo acquistava. Ma il prestito non ha molta logica, a meno che non ci sia già, e questo non lo possiamo sapere, un accordo che poi quel diritto di riscatto diventi obbligo. Non lo so, sinceramente il prestito gratuito significa che Florenzi può rivalutarsi al Paris Saint-Germain e l'anno prossimo magari essere veduto meglio, perché comunque la Roma, ricordiamo che con Florenzi fa un'intera plusvalenza, perché il giocatore è stato ammortizzato completamente, cioè non ha costo, nel senso che quindi in questo io mi aspettavo che una delle plusvalenze che la Roma doveva fare fosse proprio Florenzi, e mi aspettavo almeno 15, 20 ma milioni. infatti la cosa che a me ha stupito è comunque un giocatore internazionale come Florenzi, che gioca titolare nell'Italia, nella nazionale, poi un giocatore comunque ha esperienza a livello europeo, cioè con l'opzione del diritto di acquisto per Parigi mi sa che di 9 milioni di euro, quindi alla fine la Roma, cioè secondo me poteva cercare perlomeno di arrivare a 13, 14, perché 9 milioni Florenzi, cioè secondo me è peccato, Assolutamente. Peraltro tieni conto anche del fatto che va al Paris Saint-Germain, che è una squadra che comunque è un top club, quindi se tu in un top club ti rivaluti e giochi,
Adesso non so, perché ho visto che si sono fatti male dei giocatori. Sì, ci sono molti. Può darsi anche che lui giocherà di più, quindi se lui avrà spazio nel Paris Saint-Germain, venderlo l'anno prossimo a 9-10 milioni è un peccato, perché avresti potuto farci di più. È vero anche che, essendo tutti di plusvalenza, evidentemente la Roma ha fatto il ragionamento di accontentarsi, e secondo me ha anche voluto accontentare il giocatore, perché il giocatore, in vista degli europei, ha bisogno di un posto, di un club che comunque sia un club importante, che gli consenta di giocare il più partite possibili. Poi ovviamente andare al Paris Saint-Germain è comunque uno dei top club nel mondo in questo momento, quindi io credo che per lui anche sia stata una buona opportunità. Però certo non mi aspettavo il prestito gratuito, soprattutto visto come sta oggi la Roma, però evidentemente non ci sono i margini per lavorare insieme tra Fonseca e Florenzi. Va bene, ti ringrazio, traduco. Et pour l'ultima domanda, promesso. Vai. Alors, Romain... attends, moi ce que je te propose, Lucas, c'est qu'enregistre ce qu'il a dit, on lui pose encore une question et tu fais les traductions après, comme ça on le laisse partir après. Tu peux? Ok, voilà. Allora Gabriele ti facciamo la domanda adesso, poi la traduzione la facciamo dopo. Allora, È una domanda che a me sta molto a cuore, perché, e penso anche al tuo giornale, perché vedo che è una questione che viene spesso trattata. Come mai i tifosi della Roma non hanno mai appoggiato il club, la squadra, per quanto riguarda il dossier dello stadio? Sono più di 3.000 giorni che lo stadio è stato annunciato e tutti i rinvii, ogni volta i bastoni fra le ruote. Come mai non c'è stata una reazione da parte dei tifosi, che di solito a Roma si considera la Roma più importante della propria madre, però... Tu peux la traduire en français, celle-là? Tu peux au moins traduire la question en français? Come mai non c'è stata questa reazione popolare? Je traduis vite fait. Alors, Romain, pourquoi les supporters de la Roma n'ont pas en fait réagi pour soutenir le dossier stade, et ça fait plus de 3000 jours. 3153 jours. Voilà, et donc c'était ça la question. Et pourquoi les supporters qui se disent, soi-disant, aiment beaucoup la Roma, pourquoi ils n'ont pas appuyé le club dans cette bataille? Voilà. Vai, Gabriele. Allora, io innanzitutto credo che ci sia stata un'operazione, antipatia sullo stadio, e mi spiego. Cioè, Pallotta è arrivato qui, Pallotta, insomma, la cordata che prima era di Benedetto, poi è diventato Pallotta, comunque insomma Pallotta si è presentato dicendo che lo stadio era necessario. Questo stadio, al di là di quello che si può pensare dell'iter burocratico, che è tipicamente italiano, e secondo me è scandaloso che in 8 anni non ci sia ancora l'ok definitivo. Questo lo penso anche perché il progetto a livello politico ha superato 4 amministrazioni comunali, quindi significa che il progetto è inattaccabile, al di là di tutto. Detto questo, ti dicevo, l'operazione antipatia, il problema secondo me è stato che Pallotta è venuto qui e ha detto: il mio business è lo stadio, senza lo stadio la Roma non potrà crescere, non potrà essere la regina come abbiamo detto che vogliamo farla diventare. Evidentemente è molto semplice l'equazione. Il tifoso, se tu gli dici che il problema è lo stadio, ti dice: bene, non vinciamo una Coppa Italia perché non c'è lo stadio. Non è vero, perché il Napoli l'ha vinta, la Lazio l'ha vinta, il Milan l'ha vinta, quindi è sembrato un alibi che questa società, che la scorsa società, scusate, ha messo sempre davanti al progetto sportivo. In più c'è un altro fatto che è abbastanza curioso a proposito di questo, che per esempio i tifosi della Fiorentina sono al fianco di Commisso per fare lo stadio a Firenze. Io non credo che, tra l'altro c'è un altro problema che non sottovaluterei, è che Pallotta nel corso degli anni ha avuto un paio di uscite veramente infelici dal punto di vista dei tifosi. Ricordiamo bene quella dei fucking idiots, quando disse che c'erano dei tifosi della Roma che erano degli idioti che facevano dei cori di un certo tipo, e quella è stata la prima croce che ha messo il tifoso su Pallotta. La seconda, quando Pallotta dichiarò in America che voleva mettere più telecamere allo stadio per trovare chi faceva illeciti o cose varie. Quella cosa anche non è piaciuta soprattutto al tifo più caldo, al tifo che
non voglio dire, non è un tifo che per forza di cose fa cose sbagliate o illecite, però non è piaciuta neanche quella di uscita. Quindi anche queste due componenti non vanno dimenticate, perché poi io credo che chiunque, anche il tifoso della Roma più acceso, che vuole andare allo stadio in una certa maniera, come siamo abituati tradizionalmente ad andarci, penso che sia contento del fatto che la Roma si costruirà uno stadio da un'altra parte, magari tutto suo, bello, moderno, come l'Allianz di Torino, perché ricordiamo che quegli stadi poi alla fine fruttano anche dei punti durante la stagione. Ma certo. Quindi io credo che sia stato veramente, io l'ho detto anche spesso e volentieri, anche in radio, l'abbiamo anche scritto, un'operazione un po' antipatia. Oggi, per esempio, Friedkin arriva e ti dice: lo stadio è importante, fa parte del nostro business, perché comunque le infrastrutture in Italia sono vecchie, ma non ti dice il mio business è lo stadio, senza lo stadio. Pallotta la sera dell'addio di Totti, diciamo, nei corridoi dell'Olimpico, uscendo davanti ai giornalisti, disse: se entro il 2020 non ho lo stadio, io vendo. Sì, e cosa ha fatto? Siamo nel 2020 e ha venduto. Quindi la gente la devi anche saper coinvolgere nelle cose, anche saper prendere dal verso giusto. Secondo me su questo Pallotta non è stato molto abile, cioè se ne è un po' fregato, ha detto: io vado avanti per la mia strada perché sono convinto che il progetto vale. Però poi alla fine il risultato è stato che si è messo contro i tifosi, non solo perché comunque la squadra non vinceva, arrivava sempre lì a due, ma anche perché politicamente, strategicamente ha messo questo stadio come se fosse senza lo stadio non si può fare niente. Invece è dimostrato che comunque con un progetto, se tu non vendi tutti gli anni i giocatori, fai un progetto costruito, in 4 anni la Lazio ha vinto 2 Supercoppe, una Coppa Italia. È vero. Manco a dire che l'ha vinta l'Udinese, l'ha vinto la Lazio, che sta qui dall'altra sponda del tetto, quindi gli ha detto anche male. Certo. Bon, Romain, je pense qu'on peut lui dire au revoir, on va le remercier. Oui, on va le remercier. Donc, franchement, il était vraiment très, très sympa et très gentil, donc je vais le remercier. On le congédie, après, voilà, je m'occupe, ça va? Oui, ben, tu le remercies infiniment, et j'espère qu'il reviendra un jour, parce que franchement, c'était très bien. Allora, Gabriele, ringraziamo tantissimo per la tua presenza, per la tua competenza, e speriamo veramente di riaverti, perché è veramente molto piacevole parlare con te. Poi spieghi le cose in maniera molto chiara e quindi aiuta a capire le cose, perché il nostro pubblico ovviamente conoscono meno cose sulla Roma, hanno solo ciò che dice l'Equipe oppure qualche giornale, la Gazzetta. Quindi avere la voce di qualcuno del romanista per noi è veramente molto importante. Quindi ti ringraziamo. Buona serata, buon lavoro, e sempre Forza Roma, dai. Grazie, ciao. Alors, Lucas, tu vas me faire les traductions. Tu ne partiras pas sans me faire alors, une petite seconde, je vais voir si j'arrive à te mettre tout seul, du coup. Mais c'est parfait, voilà, je t'ai remis que tout seul. Voilà, Lucas. Alors, qu'est-ce que tu as dit? Donc, pour la fête Florenzi, en fait, pour la fête Florenzi, d'après Gabriele, c'est très simple. Pour lui, il y a un problème avec le club, l'entraîneur. Et donc, du coup, ça explique la raison pour laquelle on a laissé partir un joueur qui aurait pu avoir sa place, surtout dans un système de 3-5-2. Parce que bon, quand on a Karsdorp, quand on a Bruno Perez, donc en concurrent, peut-être, voilà, il aurait bien pu jouer lui à leur place, d'autant qu'en équipe nationale, on rappelle que Florenzi joue à ce poste-là, parce que bon, dans une défense à 3 ou à 5, donc c'est le latéral droit parfait. Donc d'après lui, donc le problème, c'est un problème en fait de rapport interne, et donc et surtout, il pense que la Roma a voulu en quelque sorte aider le joueur à partir, donc ne pas lui mettre les bâtons dans les roues en fait, parce que c'était Florenzi, c'était l'ancien capitaine, c'était celui qui était là depuis toujours, qui aime le club, et donc la Roma en fait l'a laissé partir, même à des conditions économiques qui ne sont pas trop favorables. Voilà, on rappelle que le prêt est plus ou moins gratuit, je crois. C'est Florenzi qui souhaitait partir. Enfin, je sais qu'il veut être titulaire. Mais oui, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, la Roma en fait, étant donné que c'était son souhait, donc la Roma a fait en sorte qu'il parte, même s'il ne devait pas faire une grosse plus-value, parce qu'on le sait très bien que l'option de rachat de Paris Saint-Germain, c'est, je crois, sous les 9 millions. 9 millions, c'est ça. Donc,
Donc 9 millions, là le prêt est d'à peu près, je crois, 500 000 euros par an cette année. Donc du coup, la Roma, elle va pas faire une plus-value importante avec Florenzi. Même ce sera toute la somme, ce sera une plus-value entière parce que Florenzi, il a été formé par le club, donc il avait un coût zéro pour donc du coup. Mais voilà, donc lui, il explique le cas Florenzi comme un manque de l'absence d'un rapport avec l'entraîneur. Bon, après, à mon avis, donc ça, c'est pas lui qui le dit, à mon avis, il y a aussi quelque chose avec certains joueurs, je ne sais pas, et l'envie de Florenzi de partir, et surtout que la Roma n'a pas voulu se conduire avec lui de manière violente, voilà, et donc l'a laissé partir, et parce qu'après tout, ça représentait un joueur important pour le club et dans l'histoire du club. Donc ça, c'était pour le cas Florenzi. L'affaire Florenzi. Et après, en fait, la dernière réponse, ça nous permet aussi de déduire quelles sont les fautes que Friedkin ne doit pas commettre. Parce qu'en fait, moi, je lui ai posé la question sur le stade, l'affaire stade, et pourquoi le manque de réaction. Et en fait, d'après lui, le problème, c'est l'attitude de Pallotta. Pallotta, en fait, il a toujours mis dans toutes ces déclarations, dans chaque interview, le stade comme priorité. Donc, du coup, il a toujours eu une attitude, un discours économique. Et en plus, à côté de ça, il y a eu 2-3 mots vis-à-vis des supporters quand il les appelait fucking idiots. Tu t'en souviens quand il les a traités en fait de idiots pour l'histoire d'une banderole, après l'histoire des caméras. Donc du coup, en fait, déjà, Pallotta n'était pas aimé des supporters parce qu'il avait une attitude froide, distante. Mais en plus, à chaque fois, dans ses discours, il y avait toujours un discours économique. Et après, les supporters, ils ont dit, mais nous, la Lazio, Naples, ils n'ont pas besoin d'un stade pour emporter une coupe. Donc, ils ont vu ça comme un alibi de Pallotta. Donc, du coup, c'était une stratégie erronée de la part de Pallotta. Et d'ailleurs, lui souligne que Friedkin, dans son discours d'entrée, en fait, il a parlé du stade, mais pas comme une priorité. Donc, en fait, parce qu'il faut quand même aussi savoir amener les supporters de son propre côté. Et donc, ne pas tenir un discours que économique, financier, tel que Pallotta le faisait. Donc, pour lui, c'est très simple. C'est une mauvaise stratégie de communication. Pour Gabriel, mauvaise stratégie. Oui, pour Gabriel. Pour Gabriel, c'est très simple. C'était une mauvaise stratégie de communication. Après, la Roma avait son droit, parce que c'est scandaleux qu'en 8 ans, un projet soit reporté, soit entravé comme il a été fait. Donc, ça, c'est sûr et certain. Mais d'après lui, Pallotta, s'il avait eu une autre attitude, il aurait en fait fédéré les supporters de la Roma autour de ce projet. Et donc, il espère qu'en fait, Friedkin, il aura cette espèce d'intelligence, d'astuce, de tenir un discours qui n'est pas que économique. Et il nous a rappelé aussi, et donc ça, je pense que personne ne le savait parmi nous, donc ça, c'est quand même une info qu'il nous donne, Gabriele, et on le remercie, c'est qu'en fait, le jour de l'adieu de Totti, donc c'était en 2017, dans les couloirs du Stadio Olimpico, en fait, Pallotta, aux journalistes, il disait, si moi, d'ici 2020, j'ai pas mon stade, je vends le club. Et ce qui s'est passé, en 2020, le club a été mis à la vente. Donc, Pallotta, il s'était déjà dans la tête. En fait, il avait plutôt, il faisait tout, certes, pour la Roma, mais pour le business de la Roma, en fait. Oui, c'est un businessman. Donc, et ça, il tenait un discours, si tu veux, qui était trop froid, trop rationnel et même trop concret. Et les supporters à Rome, ils ont besoin en fait d'un discours qui soit beaucoup plus chaleureux. D'où sa présence où il ne venait plus à Rome pendant plus de 2 ans. Bon, à mon avis, quand la municipalité a stoppé le projet, donc lui, parce qu'il venait surtout pour faire avancer le projet, le dossier. Après, il a dit, moi, je m'en fiche et je mets le stade, comme nous a dit Gabriele, qu'il avait déjà annoncé dans les couloirs. J'imagine, en 2017, c'était le mai 2017, le dernier match de Totti. Déjà dans les couloirs, il disait que si le projet n'avançait pas, il vendrait le club, quoi. En 2020. Donc, coïncidence, en 2020, il a vendu le club. Hein, donc,
Mais en fait, franchement, Gabriel, il nous a non seulement donné un avis de quelqu'un qui habite Rome, qui vit Rome, qui est supporter, qui écrit pour un journal important, mais surtout, voilà, il avait un regard à la fois objectif et passionné. Donc ça, c'est franchement, c'était un véritable pour plaisir toi, c'était de l'interviewer. Hein. Bon, moi, c'était un plaisir de vous écouter, même si c'est, voilà, tu le sais, c'est un peu du charabia pour moi, mais en tout cas, voilà, oui, non, mais tu as pris plaisir, tu nous traduis ce qu'il nous dit. On a fait venir dans l'émission les journalistes italiens de Il Romanista, c'est pas n'importe quoi. Hein. Oui, et moi, mais en plus, très voilà, content, je vous le dis parce que tu sais que moi j'écoute les radios romaines. C'est vraiment quelqu'un qui est très écouté parce qu'en fait, c'est quelqu'un d'objectif. Et donc les gens l'appellent le jour du match de la Roma parce qu'il fait surtout l'émission le soir ou le jour du match de la Roma. Et en fait, lui, il est vraiment apprécié par les auditeurs parce qu'en plus, les auditeurs, ils zappent entre les chaînes radio. Et donc lui, voilà, donc c'est quelqu'un, moi je peux te le dire, je l'ai écouté à plusieurs reprises, c'est quelqu'un en fait d'objectif, de passionné et de fiable, voilà, de fiable. Eh ben voilà, chers auditeurs francophones, on a eu Gabriel Fazan dans l'émission, donc on en est très très content. J'avais deux autres questions à lui poser, Lucas. Bon, maintenant c'est trop tard, mais par exemple, c'est une question bon, ça c'était, je pense qu'il n'a pas la réponse, mais voilà, la Roma est en proie à une malédiction avec plus de 20 grosses blessures en 6 ans, sans compter des pépins physiques en tout genre. Voilà, comment cela peut-il se produire? Donc voilà, c'est une question à chaque fois qu'on se pose, Lucas, qu'il y ait une malédiction chez nous, quoi. C'est incroyable. Bien sûr, moi parfois je te parle. Moi, je t'ai souvent dit, mais je plaisante pas, je le rappelle, de contacter un marabout. Bah ouais. Et là, Zaniolo est devenu en 2 ans un symbole du renouveau romain et italien. La Roma doit-elle tout faire pour conserver sa pépite? Voilà, c'était une autre question que j'aurais voulu vous poser. Il nous a dit une chose, tu as bien fait de me le rappeler sous Zaniolo, parce qu'en fait, il a dit que cette blessure, le côté entre guillemets positif, c'est qu'en fait, au moins, on va garder Zaniolo pendant peut-être 2-3 ans. Ouais. Et donc, parce que bon, il lui faudra du temps, et en plus, je pense qu'il sera même un peu redevable vis-à-vis d'un club qu'il a attendu après 2 blessures. Donc peut-être, si on arrive à construire, à jeter les bases cette année avec un bon socle de joueurs, il a dit que pour lui, cette année, il faut que Pellegrini prouve qu'il est à l'auteur de la Roma. Donc ça aussi, dans le discours, il a fait une petite parenthèse sur Pellegrini, parce que bon, c'est là qu'il faut qu'il nous prouve s'il il est digne, il mérite d'être titulaire à la Roma. Et donc, si on arrive à faire évoluer les joueurs, le club, avec un Zaniolo qui revient, en fait, on peut espérer que dans les 2-3 prochaines années, on soit vraiment compétitif. D'accord. Et que donc, malgré les départs les années précédentes de nos meilleurs joueurs, que là, en fait, la Roma jette les bases techniques et économiques et qu'on garde en fait une équipe type qu'après on peut améliorer, mais avec juste des détails, mais qu'on puisse garder une équipe type. Et donc lui, il est un peu assez confiant parce qu'il voit qu'il y a cette ambition, il y a cette volonté. Ok, d'accord, très bien, tu vois. Ça, c'est bien de l'avoir souligné, ça aussi. Alors, bon, ça, c'était pas forcément une question prioritaire, mais étant donné qu'il est maintenant 21h36, ça va faire 1 heure de podcast, on est en off. Et bon, du coup, je pense pas que je vais faire un live maintenant, je vais pas enchaîner parce que je suis quand même fatigué. Mais non, mais de toute manière, en fait, je vais pas faire un live parce que en fait, le live était sur Dzeko et Milik, et Gabriele et toi, vous en avez parlé de Dzeko et Milik. Par contre, voilà, je te pose quand même la question à toi, Lucas, parce que c'était aussi un des points que j'allais aborder dans le live si j'en avais fait un après. C'était Kumbula. Alors, Kumbula, amoroma.fr. L'AS Roma annonce avoir signé des accords avec l'AS Vérone pour un prix jusqu'au 30 juin 2022 pour Marash Kumbula. Mertzetine, Matteo Cantillieri et Aboudramané Diaby, eux, ils vont à l'Hellas Vérone. Et du coup, Kumbula serait chez nous jusqu'en 2025, prépayant de 2 ans pour un montant de 2 millions. Et après, obligation d'achat à 13,5 millions.
et bonus de 3,5 millions. Voilà, il signe jusqu'à 2025 chez nous. Et du coup, voilà, Mertzetine, il devrait pas revenir. Du coup, voilà. Non, en fait, ouais, Mercetine, il fait partie de l'affaire et en fait, la Roma, elle dépensera au niveau comptable, si tout se passe, si tous les bonus comme ça, j'ai lu hier le communiqué de la Roma, c'est autour de 14 millions. Parce qu'après, les autres, c'est des joueurs. Donc, en fait, du point de vue économique, Kumbula, ça va coûter maximum, si tous les objectifs sont atteints, les bonus, voilà, accomplis, donc 15 millions d'euros. Et quand même, ce n'est pas une grosse. Je trouve que pour moi, c'est vraiment quelque chose, une bonne affaire parce que c'est un investissement qui n'est pas quand même trop important. Oui. Voilà. Alors, vas-y, bon, finis. après, on renonce à Sétine et à De Jeunes, mais bon, la Roma et l'ensemble de formation, c'est un peu son but d'utiliser ces joueurs pour les affaires du mercato. Hein. D'accord. Ça l'a toujours fait la Roma, donc ils ont fait ça dans le passé avec Romagnoli, voilà quoi. Donc ça. Bon, alors, Mertzetine, pour ma part, c'est dommage parce que c'est un joueur que j'aurais bien voulu voir évoluer à l'Hellas Vérone, prendre de l'ampleur si il en prend, hein, forcément cette saison. Et puis j'aurais bien aimé le voir revenir chez nous parce que je pense que ce joueur, il peut être bon. Mais bon, c'est un avis. Voilà, je suis pas. Et en ce qui concerne Marash Kumbula, l'annonce, ça a été tellement rapide, c'est tombé il y a 2 jours, ça s'est fait si rapidement. Ouais. Et du coup, toi, est-ce que c'est un bon coup pour la Roma? Mais du coup, la Roma, ils sont quand même encore sur Smalling, sur un défenseur d'expérience. Si jamais on n'arrive pas à avoir Smalling ou un défenseur d'expérience, Juan Jesus devrait partir. Fazio, on ne sait pas encore. S'il n'y a pas un défenseur d'expérience, Fazio devrait rester. Bref, est-ce que tu ne trouves pas que elle est un peu trop jeune, cette défense? Mancini, il n'est pas encore leader. Ouais. Ibanez, il a 21 ans, il est encore très jeune. Marash Kumbula, il a 20 ans. C'est très Bien jeune, sûr. c'est très très jeune. Ibanez aussi, oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, moi, ce qui me rassure, bon, après, voilà, moi, tant que je vois pas le joueur arriver, débarquer à Rome, donc je serai jamais tranquille. Donc voilà, j'attends de le voir, de le revoir pour terminer la Roma. En fait, Fonseca, il a dit que il a au téléphone tous les jours Smalling pour le rassurer et même le joueur le rassure sur sa volonté de revenir à Rome. Donc en fait, je pense que tant que le joueur a envie de venir à Rome, il fera tout auprès de ses agents et auprès de son club pour faire en sorte que cette affaire soit conclue. Alors, Manchester, il casse un peu les pieds pour nous le vendre. Les supporters de Manchester, eux, apparemment, ils aimeraient quand même que Manchester lâche du lest pour nous le vendre parce qu'on serait il est un peu indésirable et on serait le seul club, déjà lui où il veut venir et nous où on veut l'accueillir. Et puis oui, Smalling, il s'est pas présenté à la photo. Voilà, il veut plus s'entraîner avec Manchester, il veut venir chez nous. Ce qui me rassure, c'est que Fonseca, il est conscient d'avoir une défense trop jeune. Et d'ailleurs, dans ses desiderata, dans ses souhaits, Smalling était en tête de la liste. Donc moi, je pense que le club fera en sorte, à certaines conditions, parce qu'après, on peut pas, moi je le rappelle, on peut pas donner à un joueur de 31 ans qui est maintenant bon, mais après on ne sait pas si dans 2 ans il nous fait pas comme Fazio et donc du coup il a plus le niveau et donc du coup on peut pas faire un contrat à un joueur déjà lui donne un bon salaire si en plus on doit donner la somme que Manchester prétend, c'est-à-dire 20 millions. À mon avis, c'est un investissement que la Roma n'est pas du tout intéressant comme investissement. Donc même moi, prendre Smalling à 20 millions plus un contrat de 3 ans ou 4 à 4 millions net, à mon avis, ça fait trop de dépenses pour un joueur qui a quand même 31 ans. Même bien qu'il soit bon, bien qu'il soit... Moi, franchement, s'il débarque demain, je suis content. Mais je comprends l'attitude du club qui ne veut pas investir une somme... regarde Kumbula. Kumbula, finalement, il est payé, il touche un salaire de 1,5 million et qui va peut-être évoluer vers les 2 millions au fil des bonus, mais c'est un salaire donc qu'on peut payer et il n'y a pas de prise de risque et surtout les jeunes.
alors que Smalling, il aurait un contrat long, mais avec un salaire qui serait le double, voire le triple que les autres joueurs. Donc moi, je comprends que la Roma n'ait pas envie de signer un chèque de 20 millions d'euros à Manchester. Et joue la montre parce qu'ils savent très bien que plus on va vers la fin du mercato, plus Manchester ils seront obligés de peut-être de le vendre à un prix inférieur. Donc moi finalement et ça me rassure une chose, c'est que Smalling veut jouer à la Roma. Hein. Donc, mais Fonseca il est conscient. Ta question, est-ce qu'on a une équipe trop jeune en défense? Oui, bien sûr. C'est notre point faible. Attends, alors je regarde vite fait un truc. Karsdorp, lui, il a 25 ans. Donc non, mais en fait, le problème c'est que bon, Karsdorp, Spinazzola, il a 27, 28. 27, après, voilà. Calafiori, des jeunes. Non, ça ferait une défense quand même. Voilà, c'est une défense à 5 jeune, quoi. Mais oui, non, mais ça fait vraiment. Voilà. Ça fait. Voilà. Donc, c'est un peu dommage pardon, c'est risqué de commencer de jouer une saison avec une équipe si jeune. Bon, après, imagine, c'est tout. Ah ouais, mais moi, je leur Ce souhaite. sont toutes des pépites, Ah tant oui. mieux. Mais bon, il faut quand même des joueurs comme Smalling. Quand tu vas jouer à San Siro ou tu vas jouer quelque part avec des grands joueurs, quelqu'un Oui. qui n'a pas peur. Moi, je te prends l'exemple de De Ligt où il a 20 ans, mais il arrive à la Juventus. T'as Bonucci à côté, t'as Chiellini à côté, et derrière, t'as Buffon. T'as Oui. qui? T'as Fazio et t'as Paul Lopez. Le niveau, il est complètement différent. Alors, Bon, sinon, je donne une info concernant les joueurs convoqués. Donc, Dzeko, Pedro et Kumbula font partie de la liste des joueurs convoqués pour le match. Et Ok. en ce moment, ils se trouvent à Vérone avec l'équipe. Donc, du coup, Dzeko, il est avec Il est avec le groupe. le Oh là, groupe. on a vu Et les donc, vidéos. Ouais. parce qu'en fait, voilà, encore Milik, c'est pas officiel. Donc, Alors, il y Milik a. est allé en Suisse faire regarder ses genoux. Parce que ça aussi, c'est un Non, truc oui, qui mais en plus, il y me. a un problème avec Naples concernant une somme d'argent qui n'a. Voilà. Donc, du coup, il y a certains problèmes. Bon, ça bloque encore. Et voilà. Et puis, bon, je ne sais pas. Moi, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre, mais peut-être c'est moi qui suis un peu, je ne sais pas, qui voit pas toutes les facettes de la question. Si Suarez signe à la Juve, moi, je ne sais pas ce que Dzeko va faire à la Juve. Hein. Donc, moi, pour l'instant, l'histoire de Suarez me paraît un peu bizarre. Ouais. Et donc, je ne sais pas. Moi, Mais attends, mais il y a tu sais tout ce que tu sais vraiment tout ce qu'on a envie. Nous, on a envie que Dzeko reste et que Milik vienne, et ça fera deux très bons attaquants. Mais oui. Ah non, Et non, c'est ça le mais but c'est. du truc. Voilà. Moi ce Mais tout le serait monde mon rêve de équipe. ça. Tout le monde en Voilà. rêve. Voilà. Ce serait un Dream Team, là. Donc, moi, Ah ouais. franchement. Voilà, mais pour l'instant, donc au jour d'aujourd'hui, 18 septembre 21h46, Dzeko, il est avec le Et il est groupe avec le et groupe et il Milik est avec la encore, Roma. Et Milik est et encore à Milik Naples. c'est un joueur de Naples. Et Donc pour ques- l'instant, question, Lucas. Il le fait jouer. Fonseca le fait jouer demain. Dzeko se blesse. oui. Qu'est-ce qui se passe? Mais bon, en fait, Ça peut arriver. bon, c'est possible. Donc Parce que si le joueur Dzeko se se blesse, blesse. le joueur se blesse, il va pas à la Juve, c'est sûr. Ils vont pas miser sur lui. Bon, Et la Roma après, va ça être obligée de dépend de prendre la un neuf. blessure. S'il se fait juste une élongation comme ça, 2 semaines, en sachant qu'après, il y a la trêve, après le match contre, je sais pas si après le troisième match championnat, il y a déjà une trêve Ouais. internationale. Donc, à mon avis, c'est pas, voilà. Après, c'est en cas de blessure grave, voilà. Genre, une blessure à la Zaniolo, quoi. Ok. Ah, Donc là, mais sinon, le joueur professionnel, il rentre, il joue, s'il doit jouer, il fait son match, il se casse, la il est caméra qui payé bug. par la Roma encore. Hein. Oui, Donc je veux dire, il ça touche va. un salaire de 7,5 millions par an, c'est une obligation de service. Hein. Ok. D'accord. On n'a pas d'avant-centre demain. Hein. Oui, oui. Donc, on va jouer avec qui Pedro, il n'est pas apte encore parce qu'il revient de blessure. On ne va pas jouer avec Mkhitaryan numéro La, 9. Donc, la Roma c'est. recrute des blessés.
Pedro. Non, moi, ça me fait rigoler parce que Milik, il est allé en Suisse faire vérifier ses 2 genoux, là où s'est fait opérer Mais là, Zaniolo. c'est bien, c'est le club. Tu vois, la Roma, maintenant, au moins, chose qu'ils n'ont pas fait par le passé, ils avaient fait ça avec Pastore. Peut-être Ouais. Pastore, il n'aurait pas signé un contrat de 5 ans. C'est rigolo, quoi. Je veux dire, tu recrutes. Je remets pas en cause Bon, Milik, après, hein, mais c'est juste rigolo pour l'anecdote. Il va juste faire. Oui. Bon, un Milik, mec qui a les genoux, il se fait contrôler avant d'arriver chez nous, quoi. Donc c'est rigolo, quoi. Oui, bon, mais là, moi, je suis content que la Roma ait fait un contrôle supplémentaire parce que quand même un joueur, bon, il y en a plein de joueurs comme lui qui ont eu 2 ligaments croisés. Hein. Florenzi, Zaniolo. Strootman à l'époque, regarde Strootman, ils ont raté l'opération, ça donnait ce que ça donnait, quoi, le pauvre. Donc, du coup, que la Roma fasse faire des examens supplémentaires, tant mieux, parce qu'on a vu par le passé, regarde Karsdorp, il est arrivé, il était blessé. Oui. Jonathan Silva est arrivé, était blessé. Il a rien. Il est opéré du ménisque, il revient, rupture du ligament croisé. Donc, non, mais voilà, quoi. De toute manière, nous, on récupère toujours si tu te souviens, la Roma signe Verretou, la Roma signe Smalling, la Roma signe Mkhitaryan, la Roma signe. C'était qui le troisième prêt? Smalling, Mkhitaryan. Kalinic, voilà. Et les 3 sont arrivés. Non, je crois pas Kalinic. Oui, les 3, c'était des. Mais les 3, ils ne pouvaient pas jouer. Ils n'étaient pas opérationnels, les 3. Les 4, oui, surtout Kalinic, il a fallu 3 mois pour se. Voilà. Donc c'est rigolo. C'est la Roma. Non, mais moi, j'espère que maintenant, surtout ça change. Que tu prends des joueurs, déjà, tout de suite. Tu lui fais passer de vraies visites médicales, voilà. Comme ça, tu enlèves tout doute. Et ensuite, voilà, des joueurs déjà aptes opérationnels, quoi. Parce que sinon, on devient la risée de la Serie A, quoi. Déjà qu'on l'est un petit peu, voilà. Bon, ben Lucas, ça va faire 1h15 qu'on est en. Bon, Romain, merci beaucoup. Moi, je te quitte. Alors, merci. Alors déjà, je te remercie, Lucas, Merci, Lucas, pour ta participation et puis d'avoir fait la traduction de Gabriele Fazan. Je sais que ça te faisait plaisir d'interviewer un journaliste italien. Chers auditeurs, nous, demain soir, 20h45, Hellas Vérone, AS Roma, et on va faire le débrief. On reprend les débriefs d'après-match, après la rencontre. Et Lucas, normalement, tu es là. Tu seras avec moi, à côté de moi. Moins de. Je touche du bois, hein, mais normalement, tu es. Oui, non, mais bon, on devrait au moins voir ensemble le premier match de la saison. Allez, voilà. Ça, c'est bien. On commence la saison avec un bon match à la Roma. Moi, ça me manquait. Moi, quand la Roma reprend à jouer, je suis content. Les week-ends précédents, il y avait toujours un manque. Et là, il y a cette attente du match. Moi, ça me plaît, quoi. Il y a toujours le frisson avant de l'attente. J'aime bien. Bon, et bien voilà. Chers auditeurs, merci beaucoup. Donc, on n'est pas en live, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en off. Et puis, moi, je vous dis à demain soir. Lucas, à demain soir aussi. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et Gabriele Fazan et une très bonne soirée. Ciao, merci. Ciao à tutti, ciao.